Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo qui est la suite logique un petit peu de la première qui était dédiée aux 25 derniers Goncourt. Donc je vous avais sorti un petit classement de mes lectures, totalement subjectif bien sûr. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et que je vous livre un petit peu ma critique sans concession du dernier Goncourt, La Maison vide de Laurent Mauvigné, je voulais d'abord vous remercier vraiment pour l'enthousiasme avec lequel vous avez reçu cette vidéo. C'est un peu hallucinant, enfin à mon échelle c'était un peu hallucinant le nombre de vues. Je crois qu'il y a 30 000 personnes qui ont vu la vidéo, ce qui est un peu, enfin je m'attendais vraiment pas à ça, donc merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de liker, de vous abonner, ça m'a fait super plaisir. Et merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires, il y a vraiment des messages qui m'ont fait vraiment chaud au cœur et qui me donnent trop envie de continuer, donc voilà, avant de commencer je voulais vraiment vous remercier parce que ça donne un peu du sens à ce que je fais, donc merci beaucoup. Cette année, les jurés du prix Goncourt, qui sont tous des écrivains, je le rappelle, ont choisi de récompenser Laurent Mauvigné pour son roman La Maison vide. Donc, un petit pavé quand même, hein. On est sur plutôt 700 pages. Je crois que c'est le deuxième Goncourt le plus gros, après Les Bienveillantes qui fait le double. Donc petit joueur encore quand même. Mais donc Laurent Mauvigné, c'est un auteur qui... on va dire qu'il y avait un succès d'estime, c'est-à-dire que je suis pas sûre qu'il était très connu du grand public. Pour ma part, moi je l'avais jamais lu encore, mais il était assez respecté par la critique et par le monde littéraire, donc c'était une figure quand même, on va dire, qui était là depuis un moment. Son premier livre a été publié il y a une vingtaine d'années, c'était Loin d'eux, c'était son 3e manuscrit. En fait, lui, il vient d'une famille ouvrière, son père était ouvrier métallurgiste et sa mère femme au foyer. Avant de pouvoir publier, Laurent Mauvigné a fait quelques petits métiers, donc surveillant de lycée, je crois, par exemple. Et puis son 3e manuscrit a été accepté par les éditions de Minuit. Et donc il arrive un petit peu dans le monde littéraire à la toute fin du XXe siècle. Ce prix Goncourt, il est accordé donc à ce livre qui est publié aux éditions de Minuit. Et c'est une maison d'édition qui a une histoire un peu particulière, qui est née dans les années 40, en 41 je crois, pour publier des textes résistants. Donc ça leur a conféré une sorte de prestige quand même assez important. Et ils ont une aura de maison d'édition très respectée parce que indépendante. Jusqu'à il y a 3 ans, ils ont été rachetés par Gallimard pour des questions de succession et aussi pour, je crois, des soucis un peu financiers comme toutes les maisons d'édition malheureusement. Et c'est une maison d'édition qui a toujours cherché une forme d'exigence en publiant des auteurs à contre-courant comme Samuel Beckett par exemple, Deleuze, Marguerite Duras, toute la clique du nouveau roman, Michel Butor, Rob Grier, Nathalie Sarraute, Claude Simon aussi. Et puis ils ont continué à publier des auteurs iconoclastes comme plus proche de nous, Jean Echenoz et donc Laurent Mauvigné. Donc ce prix il fait aussi du bien, je pense, à cette maison d'édition qui n'avait eu bizarrement que 4 prix Goncourt de toute l'histoire. Alors, La Maison vide, qu'est-ce que c'est que ce texte? Alors, La Maison vide, je dirais que c'est l'histoire d'un mystère et l'histoire d'un mystère qui se cache derrière ce mystère. En fait, Laurent Mauvigné se met lui-même en scène puisqu'il est le narrateur de cette histoire. Il rouvre une maison familiale qui était longtemps un peu abandonnée, un peu étrange. Et alors qu'il cherche la Légion d'honneur de son arrière-grand-père Jules, qui était poilu, il tombe sur des photos de famille dans lesquelles un visage a été systématiquement coupé, donc il y a toujours une image manquante. Et cette personne toujours évincée des photos de famille, c'est Marguerite, sa grand-mère. Alors je vous mets à côté, là ou là, un petit arbre généalogique que j'ai fait parce que sinon on va un petit peu s'y perdre. Donc voilà, vous pouvez vous y référer à côté de moi. Je risque dans la vidéo, je préviens, de spoiler un petit peu, donc de divulgacher en bon français. Je mettrai un petit logo spoil quand ce sera le cas, comme ça si vous voulez vous lancer dans cette lecture sans rien trop, sans connaître des détails importants, vous pourrez vous balader dans la vidéo à votre guise. Donc La Maison vide va retranscrire l'histoire de cette femme, Marguerite, dont le visage a été évincé des photos de famille, et ainsi que l'histoire de sa mère, Marie-Ernestine, qui sont 2 femmes que tout oppose, on va le voir, c'est peu de le dire. Moi, sur le papier, cette histoire, bon, c'était pas forcément ce qui devait me passionner le plus, une histoire de famille sur plusieurs générations. Le projet est intéressant, mais moi, me semblait un petit peu classique, mais bon, j'avais jamais lu Laurent Mauvigné, et puis c'était l'occasion de découvrir, donc je m'y suis lancée, mais voilà, sans a priori particulier.
Et je dois avouer que j'ai été cueillie par ce livre, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça. Au tout début, au bout d'une trentaine de pages de prologue, j'étais complètement perdue. Je me dis, oulala, il reste 700 pages à s'enquiller et je suis déjà perdue, ça commence mal. Mais je me suis un peu accrochée. Et en fait, j'ai été transportée par cette histoire à des endroits où vraiment je m'y attendais pas. Il y a plusieurs moments où j'ai vraiment failli pleurer, vraiment, pour vous dire. C'est hyper impressionnant et je vais revenir pourquoi, pour quelles raisons dans quelques instants. Mais voilà, un livre qui m'a beaucoup surprise et qui était beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Et j'aborderai aussi en deuxième partie de vidéo le style de l'auteur, parce qu'il joue beaucoup dans mon appréciation de ce roman. La Maison vide, pour moi, c'est un immense roman sur la sexualité et sur sa violence. Et en fait, à travers ce double portrait de femme, Laurent Mauvigné, il montre les conséquences de cette violence sur deux femmes qui vont s'opposer radicalement à partir de leur conception de la sexualité. Je m'explique. Alors d'abord, on a Marie-Ernestine, donc la mère, entre guillemets, qui est saisie un petit peu dès son enfance. Elle est une pianiste passionnée qui a un petit peu des vues sur son professeur de piano. C'est la fin de son adolescence, elle va sortir du couvent, tout va bien, la vie lui tend les bras, ça va être merveilleux. Et son père accepte de lui acheter un piano, donc vraiment tout va bien se passer. Et en fait, le moment où son père lui montre le piano dans le salon, il lui annonce à ce moment-là qu'elle va devoir épouser un type du coin qu'elle connaît à peine qui s'appelle Jules. Et là, Laurent Mauvigné, il a une formule que je trouve exceptionnelle. Il dit « Soudain la musique ressemble à une marche funèbre ». C'est-à-dire que l'histoire de Marie-Ernestine, c'est l'histoire de quantité, de générations de femmes qui n'ont pas choisi leur vie, qui l'ont subie et qui n'ont jamais pu se révolter. Et en fait, ce piano, qui était l'élément mais constitutif de sa personnalité, de sa liberté, il devient même l'emblème de son emprisonnement. Plus tard, bien sûr, malheureusement, il y aura la scène de la nuit de noces que Laurent Mauvigné décrit dans une sorte de flux de conscience qui est à la fois sublime et glaçant, où Marie-Ernestine comprend ce qu'elle subit au moment même où elle le vit. C'est un moment où on se remet pas trop de ce passage. Et en fait, toute sa vie va être rythmée par ce qu'on a appelé de façon assez terrible le devoir conjugal, c'est-à-dire c'est en fait des rapports non consentis mais devenus réguliers parce que imposés entre guillemets par le cadre du mariage. Et donc voilà, l'histoire de Marie-Ernestine, c'est cette histoire-là. Et à l'inverse, il y a celle de sa fille qui suit une traversée complètement différente. Parce qu'en fait, Marie-Ernestine et donc Jules, qui sera le fameux poilu dont je parlais au début, ils ont une fille, ils finissent par avoir une fille, Marguerite. Donc Marguerite grandit en étant ignorée un petit peu par sa mère, qui voit en elle d'abord son père qu'elle n'a pas aimé, et puis la conséquence, entre guillemets, de cette union assez douloureuse. Donc à 14 ans, Marguerite, elle est envoyée chez un vendeur de vêtements pour devenir apprentie, et en fait cet homme va abuser d'elle. Et à la différence de Marie-Ernestine qui va s'enfermer et avoir un rejet complet de la sexualité, Marguerite, en grandissant, en quittant l'enfance, elle va se réapproprier complètement ça. C'est-à-dire qu'elle va multiplier les conquêtes, elle va assumer son désir et en fait elle va même devenir prostituée. Et donc Laurent Mauvigné, il raconte avec une franchise terrible l'histoire de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère sous cet angle-là. Ça ne veut pas dire que le roman ne contient que des scènes de sexe, absolument pas, mais c'est qu'on voit les conséquences de ça intimement sur les personnages. Et les personnages, ces deux femmes-là, ce ne sont pas des personnages toujours aimables, au contraire, parfois elles sont même haïssables, mais elles sont vraiment saisies dans toute leur complexité, et Laurent Mauvigné, il se met de leur côté, c'est-à-dire que même quand les faits sont terribles, même quand les personnages agissent de façon terrible, il va quand même, je pense, se situer de leur côté, être avec elles en tout cas. Et Mauvigné, il s'arrête pas là, il fait pas seulement une sorte de contre-histoire de la grande histoire en prenant ces deux destins de femmes, mais il va aussi nous raconter l'histoire française, mais vue d'un point de vue un peu différent, parce que s'attacher aux femmes, à deux femmes comme ça qui ont grandi et vécu au début du XXe siècle, c'est en fait raconter l'histoire de France d'un point de vue différent, c'est-à-dire que
elles vont traverser le siècle et donc elles vont traverser les 2 guerres mondiales. Et Laurent Mauvigné, il raconte ce que c'est que vivre la guerre par procuration, être à l'arrière, qu'est-ce que c'est l'effort de guerre, qu'est-ce que c'est que ce mélange de culpabilité et de souffrance, qu'est-ce que c'est vivre les combats quand on les voit pas. Et là encore, tout va les opposer, puisque Marie-Ernestine, elle est l'épouse de Jules, qui est un poilu, qui mourra au front. Et pendant ce temps-là, Marguerite, enfin, Seconde Guerre pour le coup, Marguerite, elle est mariée à André, un homme qui sera capturé par les Allemands et sera retenu captif pendant la guerre. Et, gros spoil, elle va en fait avoir une liaison avec un Allemand. Donc Laurent Mauvigné, il vient saisir ces personnages-là, troublés, bouleversés par l'histoire. Il questionne la possible passivité qu'on peut leur prêter. C'est pas des personnages historiques, c'est des petites gens qui vivent l'histoire, qui sont pas sur le front, mais qui en fait participent quand même à la grande histoire, et il raconte vraiment ça. Et il faut aussi dire que sa famille, il y a quand même un truc romanesque un peu fou qui est déjà l'occasion d'un livre, c'est que le fameux poilu, Jules, il est représenté, ou en tout cas il serait représenté sur le monument aux morts de la ville. Donc c'est-à-dire qu'il est l'emblème, enfin il est le symbole constant de la culpabilité de sa fille Marguerite quand elle couche avec un Allemand, alors que c'est son propre père qui est représenté sur le monument aux morts du village. Donc ça déjà je trouve que c'est un motif romanesque assez dingue, et c'est une espèce de figure qui change, enfin ce monument aux morts avec l'aïeul représenté, il traverse tout le roman et il est tout le temps symbole de métaphore, de culpabilité, de victoire, de réappropriation de son histoire familiale aussi, et j'ai trouvé que c'était un point super intéressant. Donc rien que déjà ça, cette espèce de projet de contre-histoire et de 2 grands portraits de femmes, moi déjà ça m'a captivée, vraiment. Mais un autre point qui joue beaucoup dans mon attachement pour ce livre, c'est le style de l'auteur. Et je pense que le meilleur moyen de vous le montrer, c'est en vous lisant un petit extrait qui est situé au début et qui me semble à la fois assez représentatif de son style et aussi de son projet d'écriture avec ce livre. Donc c'est parti. De toutes ces angoisses nocturnes qui lui avaient souvent pourri une vie déjà bien encombrée par le travail, ou même de ces grandes idées qui étaient des programmes, des projets de vie pour les siens et pour lui-même, je ne pourrais jamais dire avec certitude que Firmin les ait eus. Ici, je ne fais que des suppositions, des spéculations, du roman. C'est ça, je ne fais que du roman. Mais je crois que si ce que j'écris ici est un monde que je découvre en partie en le rêvant, je ne l'invente pas tout à fait. Je le reconstruis pièce à pièce, comme une machine d'un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour, et qu'il suffit de le remonter pour qu'il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l'aveugle, en prenant trop de liberté, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens, comme à partir d'un fémur fossilisé, le squelette d'un animal préhistorique que personne n'a jamais vu. Donc on voit 2 choses, sans même parler du fond. Je pense que ce qui est intéressant dans cette langue, c'est qu'elle se construit un peu toujours par ajouts successifs. C'est-à-dire que l'auteur nous montre le cheminement de sa pensée, de façon bien sûr artificielle, mais il y a le côté un peu de remplir le livre par couches, peut-être un peu comme les étages d'une maison si on veut faire jouer un peu le jeu du titre, mais moi j'ai trouvé que c'était une langue qui était assez fluide, qui nous plongeait aussi dans le métier d'écrivain en quelque sorte. Et donc le texte, même s'il est centré sur les personnages de façon plus classique, il est quand même émaillé de petites réflexions sur l'écriture, sur le projet d'écriture. Et justement, la deuxième chose intéressante qu'on peut voir avec cet extrait, c'est que Laurent Mauvigné assume complètement de faire de la fiction, en fait. Il se saisit bien de l'histoire familiale, mais il y a des trous, il y a des brèches, et c'est là qu'il rentre pour le compléter par de la fiction. Et ce qui est assez ambigu, c'est que ça ne veut pas dire que l'histoire est fausse, mais ça veut dire que par la fiction, elle a une nouvelle forme de vérité. Il y a quand même ces êtres qu'il essaye de faire revivre, ils sont quand même saisis dans une forme de vérité qui serait impossible sans ce recours à la fiction. Et d'ailleurs dans le texte, il y a beaucoup de moments où le narrateur va dire par exemple alors il faut imaginer ce personnage comme ça, ou on pourrait dire qu'un tel ressemblerait à ça, ce qui donne une part assez ludique, je trouve, à une histoire qui pourrait être, qui est quand même assez lourde. Là il y a des petites touches d'humour, je trouve, avec ce jeu avec le lecteur. Et en plus, c'est une plume quand même d'une grande élégance, hyper fluide, qui est pas empoulée ou quoi. Les phrases, même si elles peuvent être longues, je trouve qu'elles sont quand même assez agréables et simples à suivre. Et en fait, pour moi, Laurent Mauvigné est dans une forme d'apprentissage de la littérature. Je m'explique. Il y a un moment où Marie-Ernestine propose de participer à l'effort de guerre auprès des femmes du village. Et il a cette formule
Oui, elle pourrait, elle pourra, elle peut. C'est tout bête, mais en fait, je trouve qu'il retrouve dans son travail le sens, enfin comment dire, la force de chaque mot. J'ai l'impression qu'il met souvent des mots, par exemple en fin de chapitre, en fin de partie, pour qu'on retrouve le choc provoqué par un mot, et il le fait en accompagnant vraiment le lecteur, comme s'il voulait voilà, nous tendre la main et nous emmener sur ce que c'était que la littérature, comment le langage peut nous marquer, comment un mot peut avoir une telle force. Et ça, il le fait de façon hyper agréable, qui peut plaire, je pense, à des gens qui sont déjà grands lecteurs de littérature, comme à des lecteurs voilà, moins réguliers, on va dire. Il y a une autre chose qui est géniale dans son style, c'est l'incursion des dialogues dans la narration. Je vous mets à côté de moi une page, par exemple. On voit en fait que la narration est comme tronquée par les dialogues, mais c'est pas des dialogues qui sont annoncés comme d'habitude avec des guillemets ou des tirets. Il y a vraiment une impression que parfois, soit les personnages interrompent la narration pour parler, soit ils sont eux-mêmes rattrapés par l'histoire en fait. Et ça, j'ai trouvé ça hyper beau, très agréable à suivre. Et enfin bref, j'ai adoré. Il y a beaucoup de critiques qui ont comparé La Maison vide à des romans de Balzac et de Zola, et à raison, et aussi parce que ces deux auteurs sont cités eux-mêmes dans le texte. Moi j'avoue que surtout au début j'ai un peu pensé à Virginia Woolf, d'abord pour ce style donc, qui mêle assez habilement narration et pensée. Des fois on n'est pas loin du flux de conscience qui est quelque chose de très présent dans l'œuvre de Virginia Woolf. Aussi parce qu'on a la maison qui est un élément métaphorique très souvent employé dans son œuvre. Et puis aussi pour sa thèse qu'elle élabore dans Une chambre à soi, où en fait elle raconte que la domination des femmes et leur libération commence dans le foyer même. Ça, j'ai l'impression que cette histoire, elle traverse un peu celle de La Maison vide. Et puis pour finir, La Maison vide, c'est aussi un grand texte féministe, il me semble, parce qu'il nous raconte la condition féminine, une certaine violence qu'ont subie les femmes, souvent en silence, qu'elles ont parfois accepté, même assez paradoxalement. Et il y a un petit point que j'aimerais quand même relever. C'est pas forcément une critique, mais c'est plutôt une interrogation qui me vient en tête quand je lis ce livre. C'est que Marie-Ernestine et Marguerite, elles sont pas des personnages totalement aimables, mais en fait le roman suscite notre empathie pour elles parce qu'elles traversent des épreuves traumatisantes. Et je m'interroge un peu sur le fait que la littérature, très souvent, pour nous faire apprécier des personnages féminins, a besoin de nous les montrer en souffrance. Comme si les femmes restaient prisonnières de cette image un peu de victime, qui parfois historiquement est avérée, mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu prisonnier de cette représentation? Je me le demande, mais à vous de me dire en commentaire si vous avez ressenti ça ou vos pensées un peu sur cette interrogation qui n'est pas non plus un reproche, mais voilà, un truc que j'aimerais relever et qui m'a un peu intriguée et qui me questionne un peu sur ce qu'on fait des personnages féminins en fait dans la fiction. Donc pour finir, c'est quand même un livre qui m'a vraiment captivée, qui m'a transportée, que j'ai vraiment dévoré pour le coup, j'ai adoré lire ce livre. Mais je m'interroge sur à qui il pourrait s'adresser, en fait, à qui est-ce que je le recommanderais. Et je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais je sais pas si je le recommanderais à des gens trop âgés. Parce que j'ai peur quand même que cette présence constante au fil du roman, du viol conjugal quand même, parce qu'il faut le nommer, n'éveille chez certaines personnes des prises de conscience un peu trop douloureuses et tardives. J'ai l'impression que c'est un livre qui peut davantage être appréhendé facilement par des jeunes générations, peut-être un petit peu plus au courant de ces thèmes, et en même temps plus à distance temporellement avec les personnages dont on parle. Mais ça m'intéresserait de savoir, si vous faites partie d'une génération différente de la mienne, comment vous avez reçu ce livre. Est-ce qu'on le lit différemment à certains âges? Je sais pas, ça me questionne un peu aussi. Et puis, même si je trouve que le style de l'auteur reste abordable, je pense quand même que le projet littéraire et tout simplement la taille du livre peut-être un peu effrayer les plus petits lecteurs, et je pense quand même le recommander à des lecteurs un peu réguliers parce qu'il y a quand même quelques longueurs, notamment sur la fin, ça s'essouffle un peu. Et puis il y a aussi des longueurs tout simplement parce qu'il y a des moments de très grande intensité, et voilà, il faut bien aussi que on reprenne notre souffle, qu'on retrouve un peu de lumière après des moments très très durs. Donc c'est des longueurs qui sont un peu nécessaires, je
pense pour une telle histoire. Moi, ça m'a pas gênée, mais voilà, peut-être qu'il faut mieux avoir une certaine habitude de la lecture et de gros textes comme ça avant de se lancer dedans. Néanmoins, ce qui m'a fait poursuivre quand même ma lecture jusqu'au bout, outre le fait que les deux personnages étaient hyper intéressants et que j'avais envie de les suivre, que j'adorais la plume de l'auteur, il y a aussi un dernier mystère qui est jamais élucidé dans le roman et qui plane en fait sur tout le livre. C'est le suicide du père de Laurent Mauvigné. Et en fait, Mauvigné, on a l'impression qu'il a voulu faire ce roman pour essayer de comprendre si dans le passé, il n'y a pas des signes avant-coureurs, des choses qui vont s'abattre sur les générations futures et qui peuvent expliquer des actes plus tard. Et j'ai l'impression qu'il ne trouve pas de réponse. Et j'ai aimé le fait que ce livre nous montre que la littérature ne peut pas tout et ne peut pas tout expliquer. Et que cette histoire, elle plane sur tout le livre, elle hante le livre, mais à la fois elle explique le projet d'un auteur parce qu'il y aura toujours une question impossible à régler. Et ça, c'est peut-être le dernier... je sais pas, c'est peut-être la chose qui reste le plus en fait après cette lecture, c'est tous les mystères familiaux dont on n'aura jamais la réponse et dont on peut voilà, entrevoir certaines explications par la fiction, mais qui seront forcément imparfaites. Et je pense que ouais, une des grandes leçons de ce roman, c'est que la littérature reste quand même impuissante, et j'ai trouvé ça assez beau et assez vertigineux par moments dans le livre. Si je m'amuse à reprendre mon petit classement des 25 derniers Goncourt que vous voyez maintenant à l'écran, ce livre il fait quand même partie vraiment de mes préférés, hein, donc je vais la mettre dans la petite catégorie tout en haut des masterclass. Je le mettrai voilà à ce niveau-là, juste après l'Anomalie. C'est un livre qui m'a captivée, que j'ai adoré, qui fait partie de mes préférés, mais il y en a d'autres que j'ai encore un tout petit peu plus aimé, qui m'ont fait encore plus bondir de mon siège. Donc voilà, ça reste quand même un excellent Goncourt, je trouve, surtout que enfin pour moi, hein, il y avait 3 dernières années un tout petit peu moins intéressantes, donc là on a un prix qui à mon avis fera peut-être date. Donc moi c'est un livre que j'ai adoré, vous le savez maintenant. J'ai pas dit, mais j'aime aussi le fait que ce livre, il nous font voir nos propres familles sous un autre angle. Ils nous font reconsidérer un peu nos aïeux, qu'on a l'impression de tout le temps voir en sépia ou en noir et blanc dans sa tête. Et là, on les revoit en 3 dimensions, en quelque sorte. On repense aussi à notre propre famille. Et puis, il y a des éléments... Enfin, cette histoire, c'est aussi un espèce de grand roman français sur une famille française emblématique. Et, je dis pas tous qu'on a une grand-mère qui a couché avec des nazis, mais on a peut-être des petits points historiques qu'on apprend tous, en fait, dans toutes nos familles. Des histoires qu'on a entendues sur ces périodes-là et tout. Et le livre nous fait aussi réfléchir à ça et c'est assez beau. Donc, meilleur compliment que je puisse faire à l'auteur, j'ai envie d'en lire d'autres de lui maintenant. Je pense que le prochain que je lirai, c'est un livre qui s'appelle Dans la foule, qui traite du drame du stade de Heysel, je sais plus comment ça se dit, en Belgique, qui était il y a eu une bagarre qui a créé un mouvement de foule et qui a fait plusieurs morts. Et Laurent Mauvigné, il raconte cet événement à travers les voix de plusieurs personnages qui ont vécu ça. Donc je serais assez curieuse de voir comment son style se déploie dans un tel dispositif. Enfin, au-delà du fait aussi que le sujet a l'air assez fort. Donc je pense que c'est le prochain que je lirai de lui. N'hésitez pas à m'en recommander d'autres dans les commentaires si vous connaissez mieux son œuvre. Ça m'intéresserait de savoir lesquels vous ont le plus plu. C'est la fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir regardée. Comme pour la précédente, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker, à vous abonner pour soutenir ce que je fais. J'aimerais bien que cette chaîne YouTube devienne un lieu de discussion critique, de débat, donc n'hésitez pas à prolonger un petit peu, en toute bienveillance bien sûr, ma lecture par les vôtres en commentaire. Ça me fait super plaisir de savoir ce que vous avez pensé, s'il y a des points de différence, si vous voyez d'autres choses sur l'œuvre et tout, c'est hyper intéressant de le faire partager. Et je pense que la suite de cette chaîne, ce sera un mélange de critiques, de recommandations et aussi en cinéma très bientôt. Il y aura le premier contenu cinéma qui devrait arriver, je suis en train d'y travailler. Et puis la question des prix littéraires, moi elle m'interroge quand même et je pense j'espère pouvoir refaire des formats un peu comme celui que j'avais fait pour la première vidéo, que ce soit en cinéma ou en littérature, parce que le prix, il vient tout de suite conférer à l'œuvre une espèce de, je sais pas, d'aura, de statut un peu légitime et je m'interroge sur ces livres qu'on met en avant. Qu'est-ce qu'on veut mettre aussi en avant à travers ça? Est-ce que c'est toujours des bons livres? Et puis
Et puis par exemple la question du prix Nobel, ça m'intéresserait beaucoup de lire des auteurs, essayer de lire de façon plus complète un auteur, voir ce que le prix Nobel a changé dans leur œuvre, est-ce que leur style a changé suite à ça, est-ce qu'ils se sont opposés, est-ce que c'est aussi toujours des auteurs qu'on arrive à lire aujourd'hui, qui sont toujours intéressants. Donc je suis en train de réfléchir à une première vidéo comme ça. Peut-être que vous devinerez de qui il s'agit comme auteur, mais je n'en dis pas plus, ce sera la petite surprise. Et donc, bah voilà, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Diane, ma compatriote derrière la caméra, qui accepte de me suivre et de me filmer avec son super matériel. Merci beaucoup. Et merci à Julien pour son aide sur les miniatures YouTube. Donc, merci à vous. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ce livre. Et bah, en attendant, lisez bien. Salut!